Bien, bonjour à tous. Il est déjà 12h34, il commence à pleuvoir et donc le temps va se gâter. Sûrement, on va être en vigilance jaune, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on aurait dû faire un spécial Caribule, mais enfin, ce sera un Cari sans bulle, puisque visiblement, les choses vont changer. On va recevoir Alain Bidard, bonjour. Bonjour. Réalisateur, on va recevoir François Gabou, bonjour. Bonjour. Tous les deux invités de Caribule. Et Nadia Biki, bien sûr, Bidiane, chargée de mission pour Caribule, bonjour. Et dans la foulée, on salue Imagnos aussi, bonjour. On va recevoir un peu plus tard Jessica Balguet, l'historienne. On va parler un petit peu des réparations post-esclavagistes, ce qui s'est passé, comment les colons se sont enrichis sous le dos des esclaves. On va en parler tout à l'heure, comment l'État a participé à ça. Elle a fait des recherches très importantes. Jessica Balguet, c'est une Guadeloupéenne qui vit en Martinique. Naomi Petrina, directrice générale du CTI, sera là aussi avec nous. On parlera du tourisme, la situation aujourd'hui. Ce que se passe-t-il, parce qu'il y a des choses qui bougent, notamment, ils vont changer de lieu. Et puis, on va terminer avec Sandy Kelly, notre chroniqueuse du jeudi. Voilà un peu le sommaire du ZCL aujourd'hui. Mais on va commencer tout de suite par la météo, puisqu'on va rejoindre Madame Danielle Minacci. Je ne sais pas si elle nous entend déjà. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Madame Minacci... on fait un petit point, parce que du côté des autorités, on disait c'est un point tous les 6 heures. Il est 12h35 maintenant. Quelle est la situation pour les Guadeloupéens qui vous entendent en Guadeloupe, en France, un peu partout dans le monde où on nous entend en ce moment? Alors déjà pour aujourd'hui, il y a un écho. Pour aujourd'hui, nous avons donc des passages d'averses qui ne sont pas liés au cyclone. C'est une autre masse nuageuse qui est autour, qui est à l'avant de ce phénomène. Oui. Donc, qui nous donne toutes ces averses aujourd'hui avec un temps plutôt très nuageux, plutôt dégradé. Oui. Donc les conditions vont rester comme ça jusqu'à la nuit prochaine. Demain, on a une légère accalmie en matinée, mais le gros même de la perturbation va nous atteindre dans la journée de demain. Oui. Donc, à quoi il faut s'attendre? Eh bien, il faut s'attendre à un passage donc, d'une tempête tropicale forte, puisqu'elle a été... pas déclassée, mais reclassée en tempête tropicale forte par le NHC. Donc, elle est censée devenir un ouragan, mais ça sera après nous avoir dépassé, donc samedi. Donc, en ce qui nous concerne, ça sera donc un passage vendredi soir et dans la nuit de vendredi, Oui. Sous la forme d'une tempête tropicale forte. Alors, Daniel Minacci, on voit la carte météo et on voit une grosse masse blanche qui s'approche de nos côtes. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la grosse masse blanche, c'est bien ça, c'est la tempête tropicale forte. Elle n'est pas organisée en cyclone, c'est-à-dire la forme habituelle que vous avez, mais parce que les vents, en fait, sont de 95 km par heure. Donc, on n'a pas ce phénomène, en fait, cet enroulement qu'on a l'habitude de voir. Oui. Donc, mais c'est quand même une tempête tropicale forte qui va nous donner du vent, des pluies et une mer forte à grosse. Alors, visiblement, ça va intéresser principalement le nord de la Guadeloupe ou l'ensemble du pays? Ah non, c'est l'ensemble du pays. En tout cas, au niveau des pluies, ça sera l'ensemble du pays. Et ça jusqu'à dimanche. Concernant les vents, donc on risque quand même d'être pas concerné par les vents les plus forts, puisque le centre même du phénomène est aux abords de la Guadeloupe, pas sur la Guadeloupe, quoique d'heure en heure, enfin de modèle en modèle, on voit des différences. Donc on n'a aucune certitude en ce qui concerne le passage vraiment du centre du phénomène. Donc pour l'instant, en tout cas à midi, c'était à proximité de la Guadeloupe. À proximité, ça veut dire au niveau de la Désirade, à l'est de la Désirade. Oui. Et c'est quand même très très proche de nous. Et donc, il faut attendre les prochains runs pour voir si ça ne change pas encore. Donc, pour l'instant, c'est le scénario qui est privilégié, donc passage sur la Guadeloupe. Donc, nous sommes en vigilance jaune.
En fin de journée, vous écouterez les informations pour savoir si nous passons en orange dès ce soir. Oui. Mais voilà, donc le scénario, c'est quand même un passage sur la Guadeloupe, donc avec toutes les échéances qui vont venir. Visiblement, en termes de puissance, ce sera pire ou moins mauvais que Philippe, la précédente tempête? Je pense que déjà, ça passe plus près de nous, donc nous aurons plus d'effets. Donc, pour Philippe, nous n'avons eu que de la pluie, nous n'avons pas eu de vent. Donc là, c'est des conditions différentes. Et là, c'est seulement la Guadeloupe qui est concernée, ou bien toutes les îles, Radio Martinique, Dominique, etc.? Alors, la Martinique reste quand même en marge, mais il y a un scénario qui pourrait éventuellement faire concerner la Martinique. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, là maintenant, la Martinique est en dehors elle est en vigilance jaune. Sur la carte, c'est ce qu'on voit. On voit que la Martinique, quand même, semble pas être touchée. Mais bon, et de toute façon, ils auront des effets de la mer. Donc, ils seront concernés par le phénomène. Donc, là, pour le moment, ils ne sont pas concernés par les vents les plus forts, puisque le cyclone va passer au niveau de la Guadeloupe. Mais il y aura quand même de la pluie sur la Martinique et des effets de houle et de mer. Alors, une dernière chose, on est en jaune aujourd'hui. Demain ou dans la soirée, on risque de changer de couleur? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut rester à l'écoute puisque c'est la préfecture qui va prendre cette décision. Je ne sais pas à quelle heure, mais en attendant, l'évolution du phénomène fait que nous allons passer ces étapes, oui. Bien. Mais prochain point météo, dans combien de temps? Alors, moi, je referai un bulletin de vigilance en fin de journée. Oui. Et à 17h. Et la nuit prochaine aussi, il y en aura d'autres, à 23h. Demain matin aussi à 5h. Donc, il faut rester vigilant et puis regarder tous les bulletins pour voir l'évolution. Puis rester à l'écoute aussi des bulletins météo de la radio. Bien. Ben, je vous remercie, Daniel Minacci. On revient à l'actualité avec Iman News. Les titres, rapidement. Oui, les titres, nous allons parler d'inspiration au niveau de la jeunesse avec cette rencontre de Jérôme Laporal qui s'est déroulée au CREPS avec les jeunes Guadeloupéens. On parlera aussi formation avec le Coredaf qui accompagne le centre d'addictologie pour leur donner des outils pour mieux accompagner les personnes en addictologie. On parlera aussi du livre blanc dont il est question de la présentation du premier livre blanc de l'habitat outre-mer. Et on viendra ensuite sur la rencontre qui s'est déroulée entre Moon Guadeloupe et la SMG EAG. Voilà, merci Iman. On va se tourner vers nos invités. Alors d'abord, Madame Biki, qu'est-ce qu'on peut dire pour le Caribou? Il est dans le cyclone, dans le vent, comment il est? Bien bonjour à tous. Donc, depuis hier soir, à l'annonce de la préfecture, une annonce vidéo, je pense que c'était uniquement déjà pour la presse, rapidement, nous n'avons pas perdu de temps. Nous avons anticipé à cette annonce en décidant de prendre une sage décision d'annuler pour le moment, d'annuler le festival. D'annuler ou de reporter? Donc, non, je voulais rassurer nos invités, mais le public également, que la manifestation va être reportée. Donc, parce que depuis hier soir, donc, on a balancé l'info à nos intervenants et nos partenaires. Donc, imaginez-vous, depuis hier soir, donc moi-même, je suis assaillie de coups de téléphone en me demandant quand est-ce qu'on a déjà une nouvelle date? Donc non, on va laisser passer tranquillement le phénomène. Oui. Et puis là aussi rapidement, on va essayer de prendre de bonnes décisions et de trouver une date qui conviendrait un peu à tout le monde. Cela dit, même ce matin, il y a eu des choses quand même. Donc voilà, donc on a terminé ce matin nos tout derniers ateliers. Donc ce sont des ateliers qui se déroulent en milieu scolaire. Donc ce matin, nous étions au collège du Rézé, le collège Saint-John-Perse. Donc c'est le dernier atelier pour cette semaine. Mais cependant, je tiens quand même à préciser que ces ateliers, les ateliers ABDC, donc ce sont les ateliers bande dessinée de Caribule. On poursuivra ces ateliers tout au long de l'année. C'est-à-dire en dehors même du festival, il y a des ateliers permanents, c'est ça? En dehors du festival, c'est ce qu'on est en train de faire depuis presque une année. Donc on intervient dans les cités éducatives. Donc de plus en plus, on a une demande qui est quand même assez forte et assez intéressante. Donc là,
récemment, donc une anecdote aussi, donc j'ai eu la visite des responsables du EPSM. Donc EPSM, c'est l'établissement public de santé mentale. Donc maintenant, on ne parle plus d'hôpital à Mounfou. Parce oui. que L'hôpital psychiatrique, oui. Ben, voilà, parce que nous, dans le monde que nous vivons là, donc si nous pas fous, nous tous, on va penser qu'à un moment donné, la majorité des boules qui sont fous. Oui. Mais c'est-à-dire que ces ateliers-là, donc ça devient aussi, c'est vraiment de l'art-thérapie. Oui. Donc, on intervient vraiment... Donc, c'est de la caribule-thérapie. Voilà, en milieu hospitalier. Donc, c'est vrai que ça pèse énormément. Donc, là, ce n'est pas uniquement pour les enfants, mais c'est aussi les adultes. Parce que là, au PSM, ce sera des ateliers aussi pour les adultes. Et bon, bien évidemment, les médiathèques, bon, même les villes aussi. Donc, il y a une demande. Donc on va essayer d'honorer. Oui. Le téléphone va sonner souvent, j'ai l'impression. Je me tourne vers nos deux invités. Alors, Gabou, c'est un habitué du Caribule, pratiquement. Il ne sait même plus combien de fois il est venu à Caribule. Ben, dès le début, le début de Caribule avec un cas, il était présent. Oui, dans les années 90 voilà. déjà. Bonjour, Gabou, François. Bonjour. Bon, alors, il est dessinateur caricaturiste. Il a déjà publié plein de bouquins. Il y a un bouquin dans l'air ou bien qui va sortir? Il y en a deux dans l'air, oui. Il y en a deux dans l'air encore. J'espère 2024. En tout cas, au moins, il y en a un qui sortira en 2024. Alors, je pose la question parce qu'on avait prévu quelque chose avec les caricaturistes. On va se tourner tout à l'heure vers Bidar. D'une manière générale, comment les hommes politiques, entre guillemets, subissent les dessins caricaturaux? En fait, je crois que là-dessus, ils sont relativement cool. Alors, peut-être parce que c'est pas assez incisif, hein, mais ils sont relativement cool. Ils prennent ça bien. Je crois que, en fait, il y a des sujets qui sont difficiles, comme les sujets liés à la religion, par exemple. Mais sinon, et puis la question béquée, bien sûr, ce sont des sujets qui sont encore sensibles. Oui. Mais sinon, ça va. On n'est pas encore en Guadeloupe ou en Martinique, on n'est pas encore au stade de Charlie Hebdo quand même. Non, mais tu peux te faire tuer, non? Non, mais ça ne veut pas dire que les gens soient plus cool à ce niveau-là, par contre. Parce que là, tu parles de la population. Oui. Tu as des gens qui sont super détendus sur la question, et puis tu as d'autres qui peuvent être agressifs dans leurs propos, qui peuvent même être insultants, suivant les sujets qui sont abordés, en particulier ce que je disais sur la religion. Et donc, il ne faut pas croire que ça ne concerne que les musulmans, mais chez les catholiques, c'est... Mais comment l'inspiration vient qu'on est caricaturiste? C'est en fonction de l'écoute de la radio, de l'air du temps, c'est quoi? Un peu de tout. En ce moment, je suis très sujet de fond, donc le sujet de fond par rapport à une actualité, va m'accompagner. Mais sinon, c'est toujours lié à une actu que je vais lire quelque part et voilà, ça va m'emmener. Et puis, tu es tout le temps, tu es en permanence en réflexion. Donc, il fait que... En fait, c'est presque un travail de journaliste. Ah, c'est un travail de journaliste, sauf que c'est Parce artistique. qu'en France, d'une manière générale, les caricaturistes sont perçus comme des journalistes. Oui. Avec l'aspect artistique. Parce que c'est vrai, on ne reste pas nécessairement sur du factuel, contrairement aux journalistes. Je peux me permettre d'orienter par rapport à une vision que j'aimerais faire partager. Alors, je me tourne vers M. Alain Bidar. Alain Bidar, je crois que c'est le cinéaste le plus gratifié, le plus... non, mais c'est vrai, parce que combien il y a eu de signes d'appréciation de votre film? 170, c'est ça? Pour Opal, 180 prix. 180 prix. Et 230 nominations dans le monde. Oui. Alors, c'est un film que vous ne verrons pas malheureusement au Caribule, mais qu'on verra quand même. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce film, Opal? J'ai été inspiré par la situation actuelle, notamment en France, alors en France dans le sens large, mais aussi en Martinique. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de statistiques pour la France que pour la Martinique. Oui. Mais donc j'ai été inspiré par le sujet de l'inceste. Je voulais... c'est un sujet tabou, ça, d'une manière générale. C'est un sujet tabou et il y a beaucoup à la base, en fait... on accuse beaucoup les victimes de porter plainte trop tard ou
on n'arrive pas à croire les victimes quand elles ont oublié une partie de ce qui s'est passé. Et en fait, je souhaitais expliquer comment ça se passe dans l'esprit d'une victime, de façon à ce que les gens comprennent pourquoi les gens oublient, pourquoi les gens prennent du temps et pourquoi ça prend autant de temps. Oui. Et d'une manière générale, bon, c'est bien l'inceste succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un peu plus médiatisé qu'autrefois, mais vouloir faire un film d'animation, pourquoi pas un film, j'allais dire entre guillemets, un film documentaire ou autre, pourquoi l'animation? L'animation, parce que depuis petit, j'aime tout ce qui est... Alors, j'ai commencé par aimer écrire, puis j'ai aimé la bande dessinée. Ensuite, je me suis orienté vers l'animation, donc pour mes études. Et c'est vrai que j'ai toujours souhaité m'exprimer à travers le dessin et les histoires. Oui. Donc, ça m'a semblé naturel. Maintenant, c'est vrai que l'animation, c'est souvent relégué comme de la littérature pour enfants. Donc bon, c'est vrai qu'il faut se battre. Visiblement. C'est pour tout le monde, C'est-à-dire que les enfants, le film a été conçu pour que les enfants qui n'ont jamais été exposés à l'inceste le voient comme un conte de fées. Donc ils comprennent pas ce qui se passe. Les adultes, par contre, eux, ils arrivent à faire sens et du coup ils comprennent. Et l'autre chose, alors, quand vous présentez ce film à l'extérieur, je sais que vous étiez au Japon l'année dernière, ou en début d'année, comment les étrangers perçoivent ce film? Tous les pays ne sont pas égaux par rapport à l'inceste, donc il y a des pays qui sont très, très en avance, d'autres qui sont très en retard. Le Japon fait partie des pays qui sont très en retard. Et c'est vrai que la réception, le public... ils aiment beaucoup ce qu'ils voient, ils aiment beaucoup la démarche, mais l'institution en elle-même tient à ce que ça reste un tabou. Autant lors de la présentation, les gens sont touchés, ils sont marqués. Dès qu'il s'agit de distribution, de choses un peu plus... quand il s'agit de montrer le film dans des lieux commerciaux, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'on souhaite briser ce tabou? Et au Japon, on en est encore à dire non, on préfère ne pas poser le regard dessus. Parce que visiblement, comme vous êtes allé au Japon, je dis que vous auriez pu obtenir un prix là aussi, mais à cause du sujet, on vous a un petit peu écarté, il faut le dire. Oui, il y a eu beaucoup de débats autour de... Donc, même dans le jury, autour de est-ce qu'il fallait donner le prix à Opal ou pas. Bon, c'est vrai que, donner le prix à Opal, c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend que ça aurait fait bouger beaucoup trop de lignes. Oui. Parce que le Japon, ils sont encore très très en retard et il y a eu une loi qui a été votée, je crois, en mai par rapport à l'inceste pour pouvoir augmenter la protection des victimes. Le film tombe bien. Oui. Mais après, il y a eu un réalisateur, Rin Taro, qui a souhaité s'engager pour distribuer le film au Japon. Donc Rin Taro, c'est quand même un très grand réalisateur japonais qui a fait bouger le cinéma d'animation dans les 30 dernières années. Donc on va voir où est-ce que ça conduit, mais en tout cas, c'est un très bon départ. Oui. Il y a déjà d'autres projets cinématographiques d'animation en cours, j'imagine. Oui, il y en a d'autres. Il y en a. Alors j'ai un projet que je vais commencer très bientôt avec des studios panaméens. Donc c'est prévu pour 2026 ou 2027. Il y a encore un petit doute par rapport à ça. Mais la production commence dès janvier 2024. Et sinon, de mon côté, il y a 2 autres longs métrages que je prévois. Donc ça veut dire que Caribbean pourra encore vous inviter? Je serais très, très heureux de répondre à l'appel. Oui. Alors, je reviens vers François Gabou pour lui poser une question qu'on pose toujours, même aux journalistes. Est-ce que c'est arrivé de s'auto-censurer ou bien d'avoir une pression de dire monsieur Gabou, non, désolé, je ne peux pas passer ce dessin? C'est vrai que c'est facilement... on peut se poser la question au moment où on fait le dessin. La plupart du temps, je me censure pas. Oui. Je laisse faire par les rédacteurs. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont sensibles. Comme il disait... Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est fonction des pays dans lesquels on se trouve. Oui. En France, il y a des sujets qui sont tabous. Oui.
Et si je me retrouve dans un autre pays, ça sera pas le même sujet. Le dessin qui est là, qui a dit se louer, en ce moment, Darmanin n'aurait pas apprécié. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très facile de nous ranger de la part du pouvoir dans des coins, et quels que soient les pouvoirs, la plupart des pouvoirs qui sont là, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ne prennent pas leur propre responsabilité quelque part par rapport aux histoires du passé et aux implications de maintenant. Et qui fait que c'est super délicat, quoi. Alors, faut-il avoir peur d'un caricaturiste? En fait, je crois qu'il faut surtout avoir peur de tous ceux qui sont souvent incultes, qui ne savent pas lire un dessin de presse. Et ça donne quoi? Ça donne Charlie Hebdo. Oui. Alors, j'avais vu les Mankou. Alors, c'est la suite qui arrive? Non, pas du tout. Pas du tout. La suite, ça c'est le premier, ça? Oui, ça c'est le premier. Ouais, exact. Et le prochain, c'est quoi? Le prochain, c'est un livre qui parle des routes mémorielles, donc qui fait que je pars du Bénin pour arriver à la Martinique, et où je vais traiter la question de la traite négrière et de l'esclavage. Enfin, c'est en cours. Encore un sujet chaud, ça. C'est un sujet qui est très chaud. Et j'étais parti en résidence d'écriture sur le Bénin, et ça m'a permis de fouiller un peu sur les questions déjà des religions endogènes, sur les questions diverses liées à l'histoire même du Bénin sur cette période de la traite négrière, et puis et des implications sur nos sociétés actuelles. Oui. J'ai même pas besoin de dire est-ce qu'au prochain Caribule est là. C'est déjà décidé. En tout cas, merci tous les deux d'être venus en Guadeloupe, d'être venus dans cette émission quand même. Les Guadeloupéens vous ont vu, mais ils vous reverront, ne vous inquiétez pas. Merci de nous avoir reçus. C'est partie remise en Guadeloupe. Merci en tout cas à l'évident. Merci beaucoup. Et puis on va continuer à vous suivre. Et Gabou, lui, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux caribulien des années 90. Oui, déjà. Hein. Et juste un dernier petit mot, la musique. La musique, c'est une nouveauté, en fait, au niveau chant. En fait, je compose depuis très longtemps, et à un moment donné dans ma vie, la question était, est-ce que je fais de la musique ou est-ce que je fais du dessin de presse, etc. Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que je raconte des histoires dans les deux, et sous des formes différentes, mais ce sont des histoires que je raconte. On termine là-dessus, parce qu'en général, la Caribule, il y a toujours un peu de musique. Ça veut dire qu'on peut... Ah oui, c'est... D'accord, c'est noté. Oui, c'était prévu. Dernier mot, Oui, donc j'aimerais simplement rappeler au grand public que Caribule est annulé pour les 3 jours, parce qu'il me demandait est-ce que c'est 2 jours, est-ce que dimanche on reprend. Donc c'est vraiment les 3 jours, le festival est annulé, mais reporté à une date ultérieure. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que moi, j'ai reçu beaucoup d'appels en ce sens-là, parce que comme le temps n'est pas encore ce qu'il doit être d'après la météo, les gens croient que c'est nous pensons à dimanche. Non, parce qu'installer des chapiteaux quand il y a un vent à 120 km/h, c'est pas quelque chose, je pense, le possible. En tout cas, merci d'être venu. Et merci, à bientôt. Danick. À tout cas, bientôt. À très bientôt, 12h56, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'information avec Iman News. Voilà, retour sur la deuxième séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant Jessica Balgui, historienne. Bonjour. Bonjour. Et aussi Naomi Petrine pour la première fois, directrice générale du CTIG. Bonjour. Bonjour, M. Dandrenos. Merci d'être avec nous. On revient avec l'actualité avec Iman News. Tout de suite, c'est parti. L'actualité, il s'agissait de la rencontre avec Jérôme Laporal, un athlète marie-galantais qui fait du bobsleigh, qui a rencontré les jeunes Guadeloupéens au CREPS. L'histoire d'inspirer cette nouvelle génération. On voit un reportage de Michel Depape. Alors nous sommes aujourd'hui dans la belle enceinte du CREPS qui nous accueille en compagnie de Jérôme Laporal qui est un futur, j'espère, médaillé olympique au bobsleigh A4 et qui concourra prochainement aux Jeux olympiques d'hiver. Je suis là à double titre, en tant qu'évidemment représentante de la police nationale et en tant qu'ancienne sportive de haut niveau. Jérôme est guadeloupéen, je suis guadeloupéenne. Nous sommes policiers, tous les deux, à quelques années d'intervalle, puisque moi j'ai foulé ici au CREPS la piste en tartan. Et puis surtout, nous avions un projet sportif que nous voulons développer au niveau de la jeunesse ici. Les jeunes qui sont très très
désireux de savoir comment on a fait pour réussir, qui ont à la fois un projet professionnel et un projet sportif. Et on essaie de leur expliquer qu'avec la détermination et de la motivation, un projet peut prendre vie et amener à de belles opportunités. Ce que je voulais véritablement, c'est faire profiter au maximum de lycéens et pas simplement les jeunes de la cité scolaire qui sont déjà chez nous, qui bénéficient déjà de pas mal de formations et d'informations. Je voulais faire vraiment profiter d'autres jeunes, d'autres lycéens de ce que c'est que ces métiers de la sécurité, de la protection civile, ces métiers qui peuvent aussi accompagner le double projet. Donc l'exemple de Jérôme Laporal que vous avez vu ce matin donc, sur la terrasse est un exemple tout à fait frappant. Voilà un jeune qui était sur un projet sportif, qui rentre dans la vie professionnelle et qui se voit accompagné pour sa performance par sa profession. Et c'est très exactement dans cette voie-là que nous sommes en train de diriger nos jeunes. On est originaire de Marie-Galante, en fait en Zayen là. Et en fait, on commençait par le football là, et ensuite après, nos amis qui étaient en bas là. Et je me suis dit, bon, il a cherché moi ton groupe d'athlétisme. Donc il parlait de moi à coach là. Et je me suis dit, bon, ok, il veut voir moi. Donc on passait, t'as une idée, test à faire, on fait 3 tests, 260 mètres et en 300. Là on fait des 60 mètres là, je dis, bon, c'est moi, il faut moi signer. T'es ni entraîné à Bob là, t'es vois cousin moi sur Internet, mais c'est venu, voyez-moi un message sur Internet. Et M. Vin dit moi que ouais, pour finir, moi qui intéressé, il a cherché un boucle qui est explosif, qui est rapide et qui est puissant. Donc on prend moi monsieur et après ça on passe les tests de sélection. Donc les tests de sélection sont chariots à plus de 100 kg qu'on a poussé sur une distance de 50 mètres à fond. Et ensuite après ça, on a affronté les mêmes boucles qui étaient déjà en équipe de France, ça finit 3e. Et moi, dis-moi, est-ce qu'on a un passeport? On dit, on n'a pas un passeport, on fait passeport là. Après l'aventure commence à faire le tour du monde au Canada, aux États-Unis, fait tout l'Europe et ça a débouché sur une fierté qui est les Jeux Olympiques en 2022, il y a 2 ans de ça. Vraiment super. Oui, extraordinaire. On l'a pour elle, son caporal. Déterminé, justement, il a pour objectif de devenir le pilote de l'équipe de France de bobsleigh. Donc voilà, le courage et détermination, c'est ce qui fait notre force. On va voir maintenant la formation qui a lieu au CSAPA du COREDAF. Donc c'est le Centre d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il se forme pour mieux accompagner les personnes en soins. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Alors l'objectif, c'est justement de faire une formation, ce qu'on appelle entretien motivationnel. Donc l'entretien motivationnel, c'est une technique, c'est une stratégie, c'est une pratique professionnelle qui permet justement de, si je devais le résumer, de faciliter l'accueil et l'accompagnement des publics réfractaires ou des publics qui ont du mal finalement à engager une démarche de soins. Donc mon objectif, c'est justement ça, de transmettre cette technique d'entretien, une technique d'entretien pour aider les professionnels à être, je dirais, plus à l'aise dans les accompagnements, à avoir en tout cas une ressource supplémentaire. Il est important pour les équipes, quelles qu'elles soient, du COREDAF ou autre, de pouvoir renouveler les pratiques, avoir accès donc à des formations pour accompagner au mieux les personnes le public reçu en centre. On attend vraiment de cette formation des pistes de réflexion en équipe qui vont nous permettre de mieux accompagner notre public, donc le public en addictologie, mais aussi des pistes qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place des choses plus adaptées, voire même de nouvelles choses, toujours dans un but de perfectionner l'accompagnement de notre public. Depuis le début de la semaine, puisque là on est en milieu de semaine, j'ai une équipe qui est en tout cas très participative, donc ça c'est effectivement quelque chose de positif, très en soif d'apprendre aussi. Donc moi j'aime ce type de formation parce que c'est des rencontres et finalement là on a une équipe qui se met en mouvement dans la réflexion et qui, je l'espère, derrière se servira et individuellement et collectivement des savoirs qu'ils auront eu pendant la formation pour encore une fois faciliter leur travail au quotidien. On peut adapter cette formation à la Guadeloupe, en tout cas à d'autres publics, parce qu'il s'agit d'une formation sur l'entretien motivationnel et il s'agit d'une formation pour aider les personnes à engager le changement. Donc j'ai envie de dire qu'on peut venir en aide à une personne dite lambda qui voudrait engager le changement, mais qui est encore un peu ambivalente. Donc oui, c'est adaptable à un autre public que celui que reçoit le XAPA du COREDAF. Oui, c'est vraiment l'objectif, qu'ils repartent avec un bagage supplémentaire. Ils en prendront plus ou moins
une grande quantité, si je peux me permettre, mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent repartir avec un outil supplémentaire qui va compléter leur pratique et puis qui, encore une fois, finalement est l'objectif de tout le monde ici, de pouvoir mieux accompagner les gens pour lesquels on travaille, auprès desquels on travaille. Donc être mieux formé pour mieux accompagner, c'est de ce dont il s'agissait. On va voir maintenant la présentation du livre blanc de l'habitat outre-mer. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des axes de changement et des mesures qui ont été présentées par les représentants des élus de bailleurs sociaux de façon à mieux améliorer l'habitat. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Ce livre blanc a été conçu face à un diagnostic et un état des lieux, et nous avons donc des propositions. L'UCHOM est une force de proposition, une force de réflexion, mais aussi un lobby auprès des pouvoirs publics. Et là, aujourd'hui, nous avons donc plusieurs propositions afin d'améliorer l'habitat social en Outre-mer. En Guadeloupe, vous le savez, vous avez 80% de la population qui est éligible au logement social. Il y a urgence à intervenir, il faut produire des logements. Or, nous ne produisions pas assez de logements. On a 10 000 demandes de logements social en Guadeloupe, on en produit à peine 200 ou 300 par an. C'est pas suffisant si nous voulons donc inverser la courbe. Alors il y a plein d'autres choses à revoir. Il faut revoir la réhabilitation, il faut revoir les vacances au niveau de certaines résidences. Mais tout cela confondu, il faut une véritable politique pluriannuelle sur 5 ou 10 ans pour pouvoir vraiment relancer la production de logements d'outre-mer. Les outre-mer sont, non seulement ils sont différents de l'Hexagone, mais en plus ils sont différents les uns des autres. Chaque réalité, si je prends la Guyane ou Mayotte, c'est pas tout à fait pareil que la Martinique ou la Guadeloupe. Et si je vous prends la Réunion, c'est encore autre chose. Et c'est ça, en fait, je veux dire, l'objectif de ce livre blanc, c'est vraiment de dire que maintenant, on a, bien sûr qu'il y a un effort qui a été consenti par l'État pour répondre aux besoins en logement, pour sortir de la crise du logement, pour endiguer le mal logement, eh bien, ça reste insuffisant. Et il y a encore des dysfonctionnements qu'il conviendra d'interroger. Donc, notre objectif, c'est d'interroger la façon, le système par lequel nous intervenons, sans, j'ai envie de dire, trahir le fait que oui, il y a des efforts qui sont consentis, mais tout en disant aussi que, au regard des enjeux et des besoins de nos territoires, cela reste, de notre point de vue, encore peu ambitieux, ou tout pour le moins, il faudra faire plus pour atteindre nos objectifs. Ce fameux livre blanc, vous voyez, je vais le découvrir pratiquement comme vous, et que c'est après l'avoir étudié que je pourrais développer dessus, regarder qu'est-ce qu'il y a de positif pour les locataires, mais je fais confiance à celle qui a mené le débat, c'est pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, parce qu'eux-mêmes, ils constatent que le logement, c'est déjà trop cher ici. Nous voulons poser un constat objectif et nous voulons proposer des mesures objectives, sans prendre en compte qui n'est pas assez bon, qui ne joue pas son rôle ou c'est de la faute à qui. C'est une responsabilité collective et c'est en nous interrogeant collectivement sur le système qu'on pourra, me semble-t-il, vraiment répondre aux besoins de nos territoires et de tout point de vue, c'est-à-dire l'insalubrité, l'indignité, mais aussi améliorer l'habitat outre-mer. Voilà, bien on revient vers nos invités. On va commencer par Madame Balaguer, elle est historienne, elle a fait des recherches sur ce qui s'est passé après l'esclavage, puisque les colons ont été indemnisés, c'est bien ça. Et jusqu'ici, c'était la grande chape de plomb, l'omerta, on ne disait rien. Alors, comment vous avez commencé cette étude ? J'ai commencé ce travail dans le cadre d'un projet de recherche collectif mené par une ANR, l'ANR RIPERS, donc l'Agence nationale de recherche, qui a rassemblé plusieurs chercheurs de manière interdisciplinaire, donc des historiens, des sociologues, des anthropologues, des juristes, des philosophes, pour interroger la question des réparations au titre de l'esclavage. Et dans son volet historique, il s'agissait de renseigner cette question très importante de l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves. Donc mon travail a consisté à partir dans les sources, dans les archives, pour essayer de trouver les documents qui permettaient de documenter cette histoire. Alors ça veut dire que les gens qui ont été on va dire indemnisés entre guillemets après l'abolition de l'esclavage, ils ont laissé des traces finalement.
Alors, les traces, les sources qu'on trouve, ce sont en fait principalement des documents administratifs. Il y a effectivement les notaires, c'est vrai, mais les documents principaux sont en fait les documents de l'administration coloniale qui a laissé un certain nombre de sources diverses, dont notamment un document très important intitulé État nominatif, État définitif et nominatif pour chaque colonie. Et dans ces registres, on trouve la liste des personnes qui ont reçu une indemnité et les montants qui sont associés à chacune de ces personnes. Et les montants sont importants, quelquefois? Alors, c'est tout l'intérêt de cette recherche, il me semble. C'est que 126 millions de francs ont été attribués aux anciens... Alors 126 millions de francs en euros, ça donnerait quoi aujourd'hui? Oh là là, ça c'est un travail d'économiste qui mériterait d'être fait et que beaucoup d'économistes s'interrogent sur cette question et c'est un travail qui, à mon avis, va être fait. Oui. Mais pour convertir, pour se rendre compte de ce que ça représente aujourd'hui, c'est une vraie question. Je voulais dire donc que l'indemnité donc a été attribuée à ces personnalités et ce qui est intéressant, c'est de voir dans ces registres que, au-delà des montants qui ont été attribués à chaque personne, on voit les noms apparaître. Ce qui est intéressant, c'est de voir la complexité des profils des personnes qui apparaissent. Plus que des personnes, ce que ce registre met en avant, c'est un système qui implique des hommes et des femmes, des personnes qui résident à Paris comme dans les colonies. On trouve même des libres de couleur, donc des affranchis ou descendants d'affranchis. Donc vraiment, ça a été la surprise et la découverte de ces documents d'archives. Alors globalement, on va une petite sur autre chose. Ces habitants, ils sont souvent dans les villes françaises, genre Bordeaux, Lorient, etc., ou Paris même. Où est-ce qu'on les situe? Effectivement, vous avez raison. Alors, c'est pas le cœur de mon travail, donc oui, c'est encore une fois un travail qui pourrait être mené. En fait, la question de... Il y a plein de choses à voir. C'est ça, l'abolition de l'esclavage et l'indemnisation, c'est 20 sujets. Oui, j'imagine. Moi, ce que j'ai pu voir dans mon travail, et c'est ça qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette indemnité qui était au départ attribuée dans la loi aux colons des colonies, donc là, on parle de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique, de la Guyane, du Sénégal et de Sainte-Marie-de-Nosy-Bé, ce qui était officiellement attribué aux colons dans les textes de loi, en fait, c'est retrouvé... C'était officiel de toute manière. Hein. Oui, bien sûr, c'est une loi d'avril 1849 qui attribue 126 millions de francs. Juste une petite précision, Madame Belguet, est-ce qu'on confirme que Shell est intervenu pour ces indemnités? Alors ça, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. En fait, comme un certain nombre de... Parce qu'il était député, je ne sais pas quoi, à l'époque, hein, il était au conseil... En fait, sa position, elle a évolué tout au long de sa carrière. C'est clair. Il est passé en 1842 en disant oui, l'indemnité est due aux colons, et puis une fois que... Il a évolué un peu. Une fois que l'abolition a été proclamée, et moi c'est mon interprétation de cette histoire, c'est qu'en fait, il avait une vision pragmatique. Il voulait arriver à l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est une théorie qui est assez répandue dans l'historiographie, c'est de dire qu'en fait, pour rallier les colons à l'abolition, l'indemnité, c'était un petit peu un moyen d'éviter des problématiques. Donc, c'est une approche pragmatique. Une fois que l'abolition est proclamée, on lui propose d'intégrer la commission d'indemnisation. Et d'abord, il refuse. Il dit, c'est comme mettre une commission pour les maîtres à la place d'une commission pour les esclaves. Donc il a une approche un peu changeante en fait. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il évolue en fonction de ses intérêts, puis aussi de la carrière politique qu'il est en train de mener. Donc je pense qu'il ne faut pas simplifier son positionnement. C'est une position complexe comme d'autres. Oui, non, parce qu'il y a un historien qui est mort récemment qui avait écrit un ouvrage, à pas chercher qui libérait nous. Saint-On. Alors, autre chose, sur quoi ces gens-là sont indemnisés? Sur le nombre d'esclaves ou sur les territoires? Sur quoi? Sur les terrains, c'est quoi exactement le sujet? Oui, en fait, c'est vraiment l'idée, eux, les anciens propriétaires, font jouer la question juridique et la question, ils assoient leur droit à l'indemnisation sur la notion d'achat. Ils considèrent qu'ils ont acheté ces esclaves, que ce marché servile a été encouragé par l'État et qu'à ce titre, si on leur enlève leurs esclaves, ils se considèrent comme expropriés. Donc ils font valoir ce droit-là sur un plan juridique et donc ils sont remboursés. Remboursés, c'est pas le terme. C'est-à-dire plus on a d'esclaves, plus on est
En fait, ils doivent se présenter à l'administration et justifier leur ancienne propriété. Donc, ils doivent prouver par des documents qu'ils avaient 2, 12, 20 esclaves. Ça veut dire que nos esclaves, nos ancêtres, ils étaient non seulement vendus, mais ils étaient encore sujets à une indemnité de la part des colons. Donc, ils étaient vendus 2 fois, pratiquement. En fait, si on s'arrête sur vraiment ce qui a été fait, les anciens propriétaires d'esclaves ont reçu pour chacun de leurs esclaves environ 40% du montant de l'estimation. Voilà, de l'estimation. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'État français l'a présenté. Ils disent que ça n'est pas un remboursement, c'est un dédommagement, c'est une manière de participer à la transition dans le post-esclavage. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Donc on ne peut pas parler d'un vrai rachat ou d'un remboursement. Oui. Quand vous faites vos recherches, à aucun moment il est question d'indemniser les esclaves, les anciens, les Africains soumis à l'esclavage, comme on dit. Oui, c'est une question qui a été peu abordée. Certains ont fait quelques propositions, y compris Schœlcher. D'autres, même dans les débats de l'Assemblée nationale... Il n'y a rien en ce sens-là. Si, il y a quelques personnalités qui vont dire s'il doit y avoir indemnité, l'indemnité doit aller aussi bien aux anciens propriétaires qu'aux anciens esclaves. Voilà, il y a quelques positions dans ce sens, mais à ce moment-là, la logique n'est pas celle d'une réparation ou d'un dédommagement pour les personnes sorties de l'esclavage. On trouve des noms qui sont encore d'actualité dans les recherches. Vous allez trouver vraiment beaucoup de noms que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. C'est vraiment ce qui est intéressant. Je peux aller frapper à leur porte, leur dire, bon... Si vous en avez envie. C'est pas l'objectif de ce travail, nous, vraiment. Donc, voilà, l'idée, c'était pas de pointer du doigt nominativement des personnes. C'était vraiment de... On trouve des noms, mais ce qui est intéressant dans le site, et ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que je prends l'exemple de la Guadeloupe. 73% des titres qui ont circulé, et donc des noms que vous allez trouver, ne concernent pas d'anciens propriétaires d'esclaves, mais en fait leurs créanciers, les personnes à qui ils devaient de l'argent. Donc en fait, dans cette liste, on trouve aussi toutes les personnes qui sont venues toquer à la porte des propriétaires d'esclaves en disant « vous me deviez tant, et donc je récupère votre indemnité ». Et donc dans cette base de données, vraiment, il faut la lire avec attention. Il ne faut pas... Enfin, voilà, je n'ai pas à dire comment vous devez faire vos recherches, mais l'idée vraiment, en tapant les noms, c'est de prendre le temps de regarder qui est là et au nom de quoi. Est-ce qu'il est là parce qu'il était propriétaire d'esclaves? Est-ce qu'il est là parce qu'il devait récupérer de l'argent? Et quel est le profil de cette personne? Il y a vraiment tout un travail à faire sur ces personnalités, parce qu'il y a une histoire riche à découvrir et qui, à mon avis, participe à la compréhension de cette histoire qui est bien plus complexe que ce qu'on croit. Alors, ces datas sont visibles comment? Comment on peut les trouver? Sur quelle base? On a rendu le site public en mai 2021, donc il suffit de chercher sur n'importe quel moteur de recherche esclavage et indemnité. C'est le premier site qui va sortir. Sinon, il me semble que l'adresse c'est justement esclavage et indemnité.fr. Mais c'est vraiment très très facile à trouver. Alors, comment vous allez continuer vos recherches? Parce que j'imagine que, compte tenu de ce que vous dites, le champ est très large. Oui. Je viens de finir ma thèse. Donc là, pour moi, le travail, ça va être d'essayer de rendre public mon travail de thèse. Votre thèse? Je l'espère, c'est le travail en cours. J'ai travaillé sur la Martinique plus particulièrement. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que ça peut être ouvert en fait sur l'ensemble des territoires. Le travail devrait être fait, à mon avis, il mérite d'être fait pour la Guadeloupe. Il y a les archives que je vais aller consulter. C'est à Aix en général qu'on trouve ça? Oui, mais on peut aussi trouver notamment les notaires aux archives territoriales maintenant, à chaque fois, de la Martinique, là où j'ai travaillé. Mais là, je vais me rendre aux archives de la Guadeloupe et voir justement ce qu'on peut trouver, notamment chez les notaires, sur ces titres d'indemnité qui ont circulé. Par hasard, il n'y avait pas de Balgui qui a été indemnisé? Je ne sais pas, j'ai travaillé sur la Martinique. Faut chercher. Oui, il faut chercher. En tout cas, je vous remercie. C'est intéressant ce travail-là, surtout au moment où on parle des réparations. Et donc, on aura de quoi argumenter au moins. C'est ça. Merci, continuez. 13h25, on prend la deuxième pause. Et tout à l'heure, on retrouve Naomi qui piaffe d'impatience parce qu'elle a plein de choses à nous dire, n'est-ce pas? On verra. On verra. À tout de suite. 13h25, deuxième pause. Merci, Madame Balgui. Voilà, il est déjà 13h31. Avant de recevoir Madame Naomi Pétrine, les focus du jour quand même, très rapidement, parce que chaque fois on les oublie et il y a pas vidéo. Alors, ma champion,
c'est une personne peu fiable. Veiller au pays, c'est un machapian. Alors on dit les deux, on dit machapian et machapia. Fais attention avec lui, on ne peut pas lui faire confiance. C'est son machapia, ça veut dire que vraiment, c'est presque une insulte. Presque une insulte. Ah ouais, c'est en créole, machapia, ouais, mais c'est son machapia. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas digne de confiance, quelqu'un à qui on ne peut rien dire d'intéressant, hyper intéressant. Deuxième focus. Alors, Tisselès, c'était un chanteur de Gouka. Bien sûr, il est né à Trois-Rivières en 1945. Son vrai nom, c'était Aurélien Célès. On l'appelait Tisselès. C'était un artiste, compositeur, producteur de musique, une grande figure du Gouka. Il a laissé une discographie particulièrement riche et importante, plus de 250 titres inscrits au répertoire de la SACEM. Son titre le plus connu, c'était Chien la Jappé, que tout le monde connaît, Chien la Jappé, etc. Testament, des œufs dans Kazla, Tisselès a succédé. Un hommage a été rendu dans un espace dédié au cas, sur le site du Fonds d'Alca à Petit Canal. Il figure dans la liste des maîtres Coca. Il est mort le 13 novembre 2014. Tisselès, vraiment, c'est un gars, musicien très, très, très puissant dans sa musique. Bien, juste un petit rappel au titre et on passe à Madame Naomi. Rappel des titres, nous avons abordé la rencontre avec Jérôme Laporal et les jeunes Guadeloupéens du CREPS. Nous sommes venus au niveau de la formation professionnelle qui a eu lieu du COREDAF pour permettre aux personnes qui accompagnent le public en situation d'addictologie de se former. On avons parlé aussi du livre blanc de l'Outre-mer qui a été présenté. On reviendra tout à l'heure sur la rencontre Moon Guadeloupe et la SMG EAG. Tout à l'heure. Voilà, eh bien, on aura pratiquement tout dit. Alors, bonjour, Madame Noémie Pétrine, première fois que vous venez ici. Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Vous venez du grand show de touristique annuel. Ça s'est bien passé? Effectivement, ça s'est bien passé. Merci de l'invitation. Le CTIG a représenté la destination au salon Topresa, qui est le salon professionnel du tourisme. Il est dédié vraiment aux professionnels et ça signifie que tous les rendez-vous que nous avons lors de ce salon sont éminemment importants et ont des retombées sur des contrats, sur la destination, on rencontre des acheteurs et on a surtout la tendance, ce qui nous permet à nous de proposer des produits qui sont en adéquation avec la demande. Il y a une demande sur la Guadeloupe? Il y a une demande sur la Guadeloupe, il y a une demande sur la Caraïbe de manière générale, puisque c'est la première destination touristique du monde, la Caraïbe. La Caraïbe, la première destination du monde. Quand je dis la première destination, c'est dans le sens où, en termes d'attractivité de bassin, la Caraïbe est quand même une des premières. Après, il faut comprendre que la France, est la première destination touristique en termes de pays. Oui. Mais pour tout ce qui va être croisière, tout ce qui va être changement d'air, on sait que la Caraïbe, et notamment pour vraiment, c'est le lieu où les gens s'imaginent en vacances. Lorsqu'ils imaginent des vacances, vous avez énormément de baromètres et de tests qui vous disent que c'est la plage et le soleil. Mais dans la Caraïbe, la Guadeloupe est bien placée quand même? Alors, pour savoir notre classement, il faudrait qu'on se confronte aux autres avec des chiffres qu'on puisse comparer. Oui. À ce titre... Mais en termes d'attractivité, comme la Guadeloupe est pas mal quand même. Oui, la Guadeloupe se positionne bien dans la Caraïbe quand on compte le nombre de visiteurs qu'il y a. C'est vrai. Maintenant, ça dépend des clientèles que nous attirons, à quelle saison et puis quel pouvoir d'achat. Franco-français en majorité? Environ 70% de notre clientèle est française. Oui. Après, au-delà de ça, on a aussi tout le marché caribéen interilles, la Martinique, la Guyane, Saint-Barth, Saint-Martin. Ce sont aussi des touristes. Et après, on va chercher des autres marchés que sont l'Europe, que sont l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Les États-Unis viennent quand même un peu. Bien sûr. Oui. Tant qu'il y a des vols, il y a des touristes. D'accord. Puisque ce dont un touriste a besoin pour arriver en Guadeloupe, c'est un moyen de transport. Donc on arrive par l'air ou par l'eau. Et avec la compagnie JetBlue qui est chez nous au départ de JFK, donc l'aéroport de New York, on a des vols directs. Et ça facilite beaucoup le développement de ce marché, de cette clientèle sur notre territoire. Mais on a aussi des vols qui sont en escale sur Miami, Atlanta. En une escale, vous pouvez arriver en Guadeloupe. Oui. Alors, on parle de vols. Les compagnies aériennes font beaucoup de vols. Qu'est-ce que je raconte? Les vols ont augmenté en ce moment. Les prix des vols, pardon. Oui, c'est vrai qu'avec l'inflation, avec la hausse du taux du baril de pétrole, on a la répercussion sur le prix du billet qui intervient dans l'acte d'achat. Ça impacte beaucoup sur le tourisme? On sait que chez nous, le premier poste
de dépenses lorsqu'on vient en Guadeloupe, c'est le transport. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un frein à l'attractivité de la destination et pour aller chercher des touristes? Non, puisque vous avez des clientèles pour qui le billet d'avion, ils ont les moyens, c'est pas un problème. Oui. Après, qu'est-ce qu'on leur offre qui va répondre à leurs attentes, qui va les dépayser, qui va leur faire connaître la Guadeloupe sous un angle qu'ils n'ont jamais vu, ou même dans la Caraïbe qu'ils ne connaissent absolument pas. Oui. Et c'est là où, en Guadeloupe, on a une vraie carte à jouer, on a vraiment des atouts. Notre destination, pour moi, c'est comme si c'était un peu du monde entier. On a vraiment toute diversité de paysages et d'activités aussi. En revanche, il faut absolument qu'on puisse atteindre les objectifs du touriste. Lorsqu'il veut avoir une excursion, lorsqu'il veut faire une découverte de site, que ça soit la soufrière, qu'il ait le guide qui vient le chercher, qui l'accompagne tout au long, qu'il ait des lieux de repos, des aires de repos qui soient aménagés pour aller aux toilettes, pour se restaurer. Ensuite, qu'il puisse trouver un lieu pour se relaxer à la plage, puisqu'on a quand même ces vues extraordinaires. On a envie de tout découvrir en même temps quand on est en Guadeloupe. Et c'est sur ça qu'on a un travail à jouer pour coordonner les acteurs et pour faire vraiment une mise en tourisme de notre territoire, pour être concurrentiel. Parce qu'en fait, l'une des attractivités de la Guadeloupe, c'est le fait que la Guadeloupe, ce sont des îles. Exactement. Ce qu'on appelle les îles de Guadeloupe. C'est bien ça. Et que ces îles aient chacune une topographie, une biodiversité, une identité différente. Aujourd'hui, on sait que la durée de séjour, elle tend à s'allonger. Les touristes restent environ 22 jours quand ils viennent en Guadeloupe. C'est un travail de longue haleine qui a été mené par la région, par le CTIG, par tous les partenaires qui aujourd'hui payent. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les repeaters. Ce sont ceux qui vont revenir sur la destination. Ça commence par un croisiériste qui descend une journée et qui va être intéressé par la destination, qui va prendre un billet, qui va rester une semaine, puis qui va reprendre un billet, qui va venir 2 semaines, parce qu'en fait, chaque fois qu'il vient en Guadeloupe, il ira ailleurs. Vous connaissez comme moi des touristes qui, au début, ils vont sur la Carle, ils vont à Sainte-Anne ou Gosier, et puis après, ils reviennent en Guadeloupe et ils vont cette fois-ci Côte-sous-le-Vent. Puis ils reviennent en Guadeloupe, ils vont vers Basse-Terre, Saint-Claude. Et après, ils viennent en Margalante, ils font les Saintes, ils font des Irades. Vous avez tout compris. Oui. Juste une petite précision, quand même. Alors, finalement, vous avez changé de local ou pas? Parce que j'ai entendu ça sur les médias, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? À ce jour, nous sommes hébergés au 5 Square de la Banque à la place de la Victoire, qui est un magnifique bâtiment mis à disposition par le département. Oui, mais est-ce qu'il ne correspond plus aux normes, on me dit, c'est ça? Monsieur Zandronis, moi, pour le moment, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes à la place de la Victoire. Sur votre tête, non? Bon, alors, donc, l'histoire d'Otema, c'est... Nous sommes à la place de la Victoire. Place de la Victoire jusqu'à preuve du contraire. Et quels sont les marchés ciblés pour la Guadeloupe en termes touristiques? Nous avons investi depuis de nombreuses années sur le marché nord-américain. Je parle aussi du Canada en particulier parce qu'on a réussi à avoir 3 vols pendant la haute saison. Air Transat, Air France, Air Canada qui nous desservent en direct. On a également les États-Unis, on a l'Europe et aujourd'hui en France qui est basée à Charles de Gaulle, ce qui nous permet d'avoir un transit qui est facilité, exactement, qui est facilité sur les pays d'Europe du Nord, comme la Suède, la Norvège ou même l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. C'est beaucoup plus pratique pour eux de ne pas avoir à se soucier des bagages, de simplement changer d'avion et d'arriver en Guadeloupe avec le suivi qui est fait. Et ça, c'est... Alors, nous avons investi sur ces marchés depuis longue date et aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'avoir ce retour sur investissement. Donc, vraiment que ces clientèles, elles soient plus importantes, qu'elles soient plus représentatives et surtout ne pas avoir à dépendre d'un marché, mais d'avoir plusieurs marchés parce que la Covid nous l'a montré. Lorsqu'on dépend d'un seul marché, il suffit qu'il y ait un problème et puis on a des pertes de revenus. Donc, il y a une diversification. Mais une dernière chose, c'est difficile d'être directrice du CTIG en ce moment. Je pense que tous les postes de direction en Guadeloupe, de management, ont des avantages et des inconvénients. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on est une femme guadeloupéenne et qu'on aime son territoire et qu'on fait les choses plus par cœur que par souci de gloire, de pouvoir, c'est parfois difficile. Mais on a des soutiens de personnes et ça, vraiment, il y a des personnes qui se démarquent parce qu'ils comprennent aussi l'enjeu des postes comme ça qui permettent au territoire de rayonner, qui permettent aux Guadeloupéens d'en vivre et c'est particulièrement agréable. Bon, tenez bien.
Merci. Bon courage. 13h41, on repart à Paris avec Maurice Cessé, parce que vous savez que Jean-Jacques Seymour est décédé. C'est un journaliste connu en Guadeloupe, en Martinique et en France. Et il y avait une manifestation hier soir, je crois. Et Maurice Cessé, notre correspondant là-bas, qui a interviewé Naomi d'ailleurs pendant le CTIG, pendant le Top Prisa, a fait le reportage. On regarde. Première news, je me trouve au sein de cette mairie du 11e arrondissement, au niveau de la salle des fêtes, pour un hommage qui est rendu ce soir à Jean-Jacques Seymour, notre talentueux journaliste disparu à l'âge de 74 ans. Beaucoup de monde, beaucoup de personnalités présentes ici. Avec moi, le député Christian Baptiste, qui a bien connu Jean-Jacques Seymour et je suppose qu'il a été très très ému à l'annonce de son décès. Oui, ému et surpris, de la mesure où ça me rappelle Radio Jumbo, c'est où j'ai connu ce nom. Et après, on s'est connus en tant que journaliste, en tant que journaliste remarquable, éditorialiste et qui aimait vraiment son métier, mais surtout un homme de culture. Et qui avait un regard assez précis, mais aussi le recul nécessaire. J'ai toujours apprécié les différents entretiens que nous avons eus ici à Paris, de par les différentes fonctions que j'ai occupées lorsque j'étais élu local ou même en tant que député. Et bien évidemment, c'était tout à fait normal que je sois ici ce soir. Et pour moi, Jean-Jacques, c'est un peu la famille. Hein. Et d'ailleurs, je viens de faire la connaissance de sa sœur, qui connaît très 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 bien mon beau-frère et ma sœur. Sa sœur est chef d'établissement, comme mon beau-frère l'a été. Ils sont dans un club ensemble, donc c'est pour vous dire que le monde est petit. Donc c'est vraiment toute ma satisfaction d'être là avec les amis pour rendre cet hommage mérité à cet homme remarquable, cet homme emblématique dans le cadre de sa profession. Nous avons perdu en quelques années trois grandes personnalités de notre communauté, 3 amis personnels. D'abord, ça a été le cas pour Jean-Michel Martial, qui avait pris ma succession au CREFOM. Ensuite, Luc Laventure, mon grand frère. Et maintenant Jean-Jacques Seymour, avec qui me liaient des liens extrêmement étroits d'amitié. Il avait, à l'époque, dirigé les États généraux des Outre-mer dans l'Hexagone. Il avait joué un rôle extrêmement important. C'était un journaliste exceptionnel. Il a former des générations, ça c'est important parce qu'on peut être journaliste et oublier de faire de la passation, ça. C'est-à-dire que lui, il avait formé des générations de journalistes. Beaucoup de journalistes aujourd'hui lui doivent leur carrière et je perds un ami parce que Jean-Jacques, eh bien, il avait toujours le mot qu'il fallait. Moi, je veux penser maintenant à Claudine et à sa famille, parce que c'est un grand monsieur qu'on perd. Voilà, qu'il repose en paix, effectivement, on le connaissait bien. Moi, j'ai commencé à ses côtés à Sainte-Lucie. Alors, c'est l'heure de Sandy, bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Ça va. Générique. Première news, je me trouve... Et Sandy n'est pas une femme solitaire, elle vient toujours avec quelqu'un. Cette fois-ci, c'est avec une femme. Fanny Lee, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Présentation. Oui, alors aujourd'hui, je te propose une rubrique musicale. Je reçois une invitée qui est une musicienne violoniste du nom de Fanny Lee. Donc, on va l'accueillir comme il se doit dans la chronique S2M. Bonjour Fanny Lee. Bonjour Sandy. Merci donc d'avoir accepté mon invitation pour un rapide échange autour du violon. Est-ce que tu connais cet instrument? Enfin oui, est-ce que tu connais, mais est-ce que tu apprécies cet instrument? J'apprécie. Figure-toi que quand j'avais 8 ans, on m'a envoyé prendre des cours de violon. Ah ouais? J'ai fait 2 jours seulement, dire, pas bien, moi j'ai arrêté. Alors justement, après avoir pratiqué 3 années au piano et au chant, Fanny Lee découvre une passion pour le violon. Elle va nous en parler. Un instrument qui semble être très compliqué. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Fanny Lee? C'est vrai, c'est compliqué. Oui.
Eh bien, effectivement, après avoir fait mes 3 ans de piano à l'école Amadeus, j'ai découvert le violon avec Lucien Sidan-Barom. Et rencontré plusieurs jeunes qui faisaient du violon et ça m'a beaucoup attirée. Et c'est de là que j'ai joué du violon, que j'ai appris. Et j'ai eu l'occasion de faire des stages à Cuba, aussi en France, lors du festival des cordes. Voilà. Et voilà. Combien d'années de violon ça fait déjà? Là, ça va faire 10 ans. 10 ans. Quand même, ouais. 10 ans de pratique. Alors, pourquoi avoir choisi cet instrument? Puisque Fanny Lee a commencé au piano, comme elle disait, et au chant. Et après, elle s'est dirigée vers le violon. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet instrument? Eh bien, je trouve que par rapport au piano, le violon permet de s'exprimer encore plus. Et il paraît compliqué, mais pour moi, ça a été plus facile, voilà, une évidence que cet instrument était pour moi. Voilà. Quel est ton style musical? Tu joues de quoi, Alors, je joue de plusieurs styles. On a commencé par la biguine, mazurka, quadrille, compas, zouk aussi. Et après, on a découvert le classique, alors que normalement, c'est en premier lieu. Il me semble qu'on commence par le classique. On associe toujours le violon classique, voilà. Effectivement. Oui, donc classique et puis moderne. On joue beaucoup d'oreilles. Voilà, on a beaucoup appris à jouer d'oreilles et improviser. On voit justement Fanny Lee à l'écran. Mais elle est venue avec son violon, hein, qu'elle va nous présenter. J'aimerais bien qu'elle nous... Oui, un petit passage quand même, Fanny Lee. En plus, elle va te surprendre. Non, ah bon? Je crois oui. Bon, et le violon, il est très moderne. Ça a changé. À mon époque, c'était des violons un peu classiques. Bon, ça n'a pas changé. Hein. Non, la forme, oui, c'était pas comme ça. Ça, c'est un violon électrique. Hein? Il a 5 cordes. Oui. Donc là, c'est un peu la fusion du violon soprano et du violon alto. Voilà. Et voilà, on a les cordes mi, la, ré, sol, do. Ok, c'est parti. Voilà. Bravo, quelle maîtrise. Merci Fanny Lee. Parlons également du tremplin talent 2023 puisque Fanny Lee fait partie d'une formation musicale avec une chanteuse. Elle n'est pas seule. Est-ce que tu peux nous en parler justement, un concours qui permettra aux vainqueurs de performer sous la scène principale du festival Terre de Blues en 2024. On va regarder justement un extrait de Tessiva. Can't you see myself in a long white dress? Do you say yes after all we've been through? Feels like the perfect ending, an even better beginning. If life seems hard right now, it's because there's no good without the bad. Today we're so strong. There's something I've been needing to tell you. Très bien, alors c'est une formation musicale qui est composée de plusieurs musiciens. Effectivement. Thomas, tu étais sur scène, on t'a pas vu. Alors moi, je suis toute à la droite. Hein. Très bien, donc il y a une chanteuse. Une chanteuse. Alors une chanteuse, on y a aussi 2 choristes. La guitariste aussi fait les chœurs. On a la batterie. Et si on sera retenu pour le Festival de Terre de Blues, il y aura aussi un bassiste. Voilà, donc là on aura une formation plus complète. Et ce qu'on a en particulier, c'est que tous les morceaux qu'on interprète, c'est vraiment des compositions de Tessiva, qui est la chanteuse. Hein. Voilà. Du groupe. Ouais.
pour voter pour vous, Fanny. Donc il faut aller sur Facebook, vous tapez Tremplin Terre de Blues et vous cliquez sur la première vidéo. Vous verrez dans la description, votez pour Tessiva. Donc là, il faut mettre un j'aime, s'il vous plaît. Merci Fanny. Alors, je te propose une actu, en fait, la rubrique événementielle. C'est avec cette rubrique que nous allons clôturer la chronique aujourd'hui. Donc, l'agence 3S vous donne rendez-vous le samedi 11 novembre. On va justement passer le visuel. Le samedi 11 novembre à Pointe-Noire au restaurant Les Gommiers. Donc, c'est un événement incontournable sur la Côte-sous-le-Vent. En artiste invité, on aura Rachel Allison, mais une petite surprise puisque Fanny sera également présente. Voilà, donc Rachel Allison en live, plus des autres artistes invités. Au mix, on aura DJ Mr. Joe et DJ Joe Mix. Donc, ne ratez pas cet événement sur Pointe-Noire le samedi 11 novembre à partir de 19h30. Vous pouvez récupérer vos préventes sur Bizouk ou alors en appelant aux différents numéros qui s'affichent. Le premier est le 48 0690 48 58 89. On a justement un petit teaser qu'on va passer également. Voilà. Yo la famille, j'espère que ça va bien, c'est Joe Mix. Alors, juste pour te dire, le samedi 11 novembre, les 3S te présentent leur soirée de gala. Ça se passe à Pointe-Noire, au Gommier. Il y aura moi-même, il y aura l'homme qu'on appelle DJ Mr. Joe, Rachel Allison et plein d'autres surprises. Alors, n'hésite pas à prendre ta prévente, hein. Ça va être incroyable. Tu connais déjà l'ambiance sur la Bastille, c'est un truc de ouf. Donc moi-même, je te conseille de venir et de prendre très vite tes places. Tu connais, alors. On se retrouve là-bas. Allison. Je sais pas, c'est... Et là, il a coupé un peu dans les vidéos, mais on avait le teaser avec Rachel Allison, justement, qui annonçait la soirée. Donc voilà, ne ratez pas cet événement, c'est le samedi 11, oui, dès le début. Hello, c'est Rachel Allison. Le samedi 11 novembre, je serai en live au restaurant Les Gommiers à Pointe-Noire pour une soirée de gala. J'ai hâte d'y être, je compte sur vous. Je vous fais des bisous. Voilà, donc ne ratez pas cet événement. On sera également avec Fanny qui sera présente et toi aussi, je crois. Oui, je chante là. Voilà, donc événement à ne pas rater. Danse. Ah, là, ça va être quelque chose. Ah, mais tu verras. Ah non, mais ça vaut le déplacement. Hein. Ça vaut le déplacement. En plus, sur la Côte-sous-le-Vent, c'est bien. On a un événement qui promet sur la Côte-sous-le-Vent. Voilà, en tout cas, merci Fanny, merci Sandy pour l'invitation. On se donne rendez-vous le 11. C'est ça. Tu as prévu quoi? Plusieurs morceaux et ça sera à vous Fanny, de venir. C'est le nom ou le prénom? Pardon? Fanny, c'est le prénom ou le nom? C'est le prénom. C'est le prénom, oui. D'accord. C'est très original, hein, Fanny. J'ai changé l'orthographe pour l'artiste de scène. Ah bon, ça c'est plus la même orthographe? Non, mon vrai prénom, c'est pas la même orthographe, non. D'accord, c'est avec PH. Bien. Okay. Merci. Dernier sujet, Sandy. Sandy. Non, pas. Non. C'est pas Sandy News, c'est Sandy. Elle, c'est Sandy Mag. Toi, c'est Iman News. Voilà. Alors, revenons sur la rencontre de Moon Guadeloupe avec la SMG EAG. Une séance de travail pour apporter des réponses. On voit un reportage de Maxime Morel. Il est important de pouvoir effectuer ce genre de séance de travail avec les équipes qui le veulent. Aujourd'hui, c'était avec Moon Guadeloupe et des Guadeloupéens intéressés sur la question. Donc, c'est vrai que les questions sont posées, les réponses sont portées. Et dans ce chantier, comme nous l'avons dit, toujours très difficile, très compliqué, nous avons besoin du soutien de tous. Nous avons besoin de l'expérience des uns et des autres. Et donc, cet après-midi, nous avons apprécié cet exercice. Pour lequel nous pensons revenir ultérieurement avec d'autres sujets, rester dans la construction, dans la positivité et se fixer un calendrier de plan d'action et permettre à ce que la population puisse effectivement voir les résultats des travaux que nous aurons effectués. Voilà. C'était surtout pour faire un point. On a vu qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce ces temps-ci, notamment une grosse réunion hier avec les différents représentants des collectivités, l'État, la région, le département. C'est vrai, ça fait la une, on en parle sur les médias, mais c'est surtout déjà pour montrer par A plus B que ce sont des dispositifs qui sont sous-dimensionnés,
On fait des effets d'annonce qui ne répondent pas du tout aux besoins de la population. On avait certaines inquiétudes techniques par rapport à des annonces qui ont été faites, notamment la distribution de packs d'eau. On a bien vu que le budget n'existe pas, les moyens ne sont pas mis en œuvre et qu'il n'y a pas de budget prévu pour, de toute façon. Donc c'est bien d'annoncer des choses, mais matériellement, elles ne sont pas possibles. Donc c'est bien de faire la politique autour de l'eau, mais à un certain moment, il faut pouvoir répondre aux besoins de la population et là, on n'y est pas encore. Voilà, il est 13h56. On a pratiquement bouclé. On a fait des focus, oui, je rate chaque fois. Donc, je rappelle, en début de ZCL, on a reçu l'équipe Caribule avec Alain Bidard, François Gabou et Nadia Biki-Bidiane. On a reçu aussi Jessica Balgui qui nous a dit des choses très intéressantes sur l'histoire et sur cette partie de notre histoire qu'on ne connaît pas suffisamment. Les colons ont été indemnisés au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Alors, ces nègres-là étaient esclaves, mais c'est ces blancs-là qui ont eu l'argent là. Bon, Naomi Petrine, directrice du CTIG, est venue aussi parler de tourisme très rapidement. Puis Sandy Kelly, elle est encore là. Deux petits mots, Sandy, avant de partir. C'est le rendez-vous de la soirée du 11 novembre. Ça part de quelle heure ? 19h30 au restaurant Les Gommiers à Pointe-Noire. C'est le restaurant qui se situe juste en face du collège de Pointe-Noire. On ne peut pas se perdre pour arriver là. On ne peut pas se perdre. Et puis si, pour ceux qui ont déjà pu goûter la nourriture au restaurant Les Gommiers, on s'y régale. Bon, voilà, donc le rendez-vous est donné. Rachel Allison sera en live, je précise. Fanny Lee. Est-ce que le ZCL est invité ? Le ZCL sera présent, en tout cas. Il y a une table ZCL qui est prévu. Bon, Iman sera là. Iman sera là, il va danser, moi je chante. Bon, alors, 13h57. Iman, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'actu aujourd'hui ? L'actualité, il était question de Jérôme Laporal qui a rencontré les jeunes Guadeloupéens du CREPS. Nous sommes venus aussi sur la formation professionnelle du CSAPA du COREDAF en addictologie. Nous avons parlé du livre blanc, cette présentation du premier livre blanc de l'habitat outre-mer. Et on est allé à la rencontre de Moon Guadeloupe et de la SMG-EAG. Voilà. Alors, on va avoir un petit teaser spécial qu'on vient de recevoir. C'est Sandrine qui l'a réalisé. C'est parti. Fab, le magazine caribéen des industries culturelles et créatives. Au sommaire de ce numéro, interview de Michel Mado, président de la commission culturelle, et l'analyse de Alain Morin, professeur des universités. Fab, le magazine 100% ICC. Parce que la culture, c'est aussi économique. Pour tout contact, 0690 23 42 80 ou sur www-bd.com. Faire mieux pour sa propre promo. 13h58, mais oui, c'est vrai. 13h58, on a terminé, on se retrouve demain. Demain, ce sera un petit peu spécial parce que probablement, le vent va commencer à souffler dans la nuit, la pluie qui commence à tomber aussi. Donc, le ZCL sera un petit peu particulier demain, mais on vous donne quand même rendez-vous à 12h30. C'est parti, à demain.